Bon, donc après ces points cliniques sur l'infertilité et les cancers du testicule, on va reprendre les techniques ultrasonores d'exploration des bourses, techniques qui ont considérablement évolué dans les 15-20 dernières années. Je dois dire que pour ceux qui ont commencé à faire de l'échographie scrotale dans les années 80, avec des sondes d'une fréquence aux alentours de 5 MHz, on est passé aujourd'hui à des sondes de plus de 10 MHz et une précision en termes de résolution spatiale qui n'a plus rien à voir. Donc certains adages qui étaient valables dans les années 80-90 aujourd'hui ne le sont plus. Beaucoup de structures testiculaires sont visibles au sein de la pulpe. Et les annexes du testicule, qui sont évidemment très importantes à analyser dans le cadre d'une échographie des bourses, sont maintenant toutes visibles dans d'excellentes conditions. Donc évidemment, l'échographie des bourses, c'est avant tout l'analyse des deux testicules, mais vous avez toutes ces annexes qui sont très importantes à voir, à analyser. Donc l'épididyme, bien évidemment, le cordon spermatique, qui va contenir non seulement le canal déférent, mais aussi des structures vasculo-nerveuses, les fameux résidus embryonnaires qu'on appelle les hydatides, qui peuvent être source de pathologie aiguë principalement, et enfin toutes les enveloppes. La bourse a de nombreuses enveloppes. On laissera de côté les enveloppes purement scrotales, qui sont nombreuses, pour parler uniquement des enveloppes du testicule et éventuellement des éléments annexes, que ce soit l'épididyme ou ce qu'on appelle la vagine. Donc voilà, aujourd'hui, un panel de sondes qui est proposé par les sociétés lorsque vous allez acheter un appareil d'échographie. Le choix pour une échographie scrotale, c'est une sonde plutôt assez large. Pourquoi ? Parce qu'un testicule fait de 3 à 5 cm de grand axe et la mesure du volume testiculaire passe par une mesure des grands et petits axes. Et si vous avez une sonde très petite en largeur, une barrette qui fait aux alentours de 2-3 cm, eh bien, majoritairement sur des testicules normales, vous n'allez pas pouvoir calculer, mesurer ce grand axe. Donc il faut que vous ayez ce type de barrette assez large qui dépasse les 5 cm ou qui approche les 5 cm pour pouvoir faire ces mesures de grand axe. Alors ça ne vous empêche pas d'avoir aussi une sonde un peu moins large, avec une résolution spatiale souvent meilleure, parce qu'une fréquence montant de manière plus importante. Aujourd'hui, ce sont avant tout des sondes dites multi-hertz, c'est-à-dire que vous avez un panel de fréquences que vous sélectionnez sur votre plateforme avec un curseur. Les sondes sont au minimum de 7 MHz de nos jours. Faire de l'échographie scrotale à 3 ou 5 MHz n'a pas de sens. C'est une échographie qui est bilatérale, bien évidemment, en mode B. Alors le mode B, qu'est-ce que ça veut dire ? Avant, on parlait de mode A et de mode B en échographie. Le mode A, on oublie. Le mode B, c'est le vieux terme. C'est un balayage automatique qui permet d'avoir une image en temps réel. Et vous faites du Doppler couleur, éventuellement une analyse spectrale du Doppler pulsé. Il n'existe quasiment plus d'appareils sans Doppler couleur et Doppler pulsé associés. Donc il doit y avoir utilisation de ces outils de manière fréquente. N'hésitez pas à mobiliser votre patient. Le testicule est un organe mobile. Les bourses, c'est quelque chose de très variable dans leur forme et dans leur position. Donc il faut s'aider d'un peu de pratique, un peu de technique pour pouvoir bien dégager toutes les structures que vous avez envie de voir. N'hésitez pas donc à mobiliser votre patient, n'hésitez pas à le mettre debout si nécessaire, en particulier dans tout ce qui est recherche de varicocèle. Jean-Marc vous en a parlé tout à l'heure. On a un cours spécifique là-dessus, donc je redétaillerai après. Donc manœuvre de Valsalva, position orthostatique, ça n'est pas exceptionnel. Donc dans ces trucs, ces techniques, n'hésitez pas à utiliser des suspensoires. Tout dépend de la forme de la bourse, de la longueur et de la
flaccidité des bourses. Il y a des bourses qui, lorsque le patient est sur la table d'examen, les jambes légèrement écartées, tombent sur la table et donc elles sont vraiment entre les cuisses, et d'autres qui sont très superficielles. Donc n'hésitez pas à prendre un suspensoire, n'hésitez pas à utiliser la main gauche si vous voulez bien caler un testicule, etc., etc. C'est de l'expérience, hein. Donc il y a, comme toujours en échographie, une part de manipulation qui est la première phase quand vous commencez l'échographie. C'est non seulement de se faire l'œil, mais aussi d'avoir ces plans de coupe et cette manipulation qui devient progressivement automatique. Les organes sont symétriques, les testicules. Il n'y a pas de raison que le testicule droit et le testicule gauche soient différents. Donc référez-vous à l'aspect des deux testicules pour vous faire une idée. Ce sont des organes mobiles. Et donc, tous ces éléments que vous pouvez acquérir comme expérience va vous aider pour être de plus en plus fiable et toujours voir dans de bonnes conditions les testicules et voir dans de bonnes conditions ses annexes. Les variations anatomiques sont nombreuses, non pas tant au niveau des testicules, en dehors du positionnement. Jean-Marc Rigaud vous a parlé des cryptorchidies, des ectopies, donc des testicules qui ne sont pas dans la bourse. Il peut y avoir de la polyarchidie, c'est rare, mais ça existe, hein, qu'un patient ait 3 testicules, 2 d'un côté, 1 de l'autre. Ça arrive, bon, notez-le. Dans ce cas-là, ça perturbe un petit peu au début, mais il faut se rendre à l'évidence que dans une bourse, il y a 2 testicules dans ces cas de figure. Les variations anatomiques, par contre, sont plus fréquentes au niveau de l'épididyme et de ces 3 portions, tête, corps, queue, et dans le positionnement principalement. L'épididyme habituellement est sur le bord latéral du testicule. Parfois, le cheminement est plutôt sur le bord interne. Et donc, quand on n'a pas l'habitude, ça perturbe. Donc, un testicule normal, c'est une forme ovoïde avec un grand axe et 2 petits axes, hein, épaisseur et largeur, dans le plan transversal. Donc, cette mesure des 3 axes est fondamentale puisque vous allez en déduire un volume. Hein, en multipliant les 3 diamètres en centimètres et en divisant par 2, vous obtenez le volume du testicule, en centimètres cubes bien évidemment. Donc le grand axe, c'est entre 35 et 55 mm. Donc la fourchette est large. 35 mm, c'est plutôt un petit testicule, mais il est normal. 55, plutôt un gros testicule, mais il est normal aussi. Les petits axes, donc dans le plan transversal, vous allez avoir entre 15 et 25 mm pour l'épaisseur et la largeur. Donc un testicule en dessous de 35 mm de grand axe et de 15 mm dans un diamètre transversal, c'est pas normal. Alors, en volume, j'ai mis la fourchette entre 10 et 16 cm3 ou millilitres. Dans la littérature, vous entendrez plutôt parler de 15-16 millilitres pour l'hypothèse basse de volume du testicule. Alors, en échographie, si vous mettez en tête qu'en dessous de 15 cm3, le testicule est hypotrophe, l'immense majorité de vos patients vont avoir des testicules hypotrophes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une différence entre ce qui est rapporté dans la littérature, qui est plutôt une littérature clinique, et ce que vous constatez au quotidien dans votre patientèle. Donc clairement, quand vous mesurez vos diamètres du testicule, vous prenez des données que le clinicien ne prend pas exactement. Les cliniciens ont une palpation testiculaire qui se fait au travers déjà des enveloppes, le scrotum, donc qui augmente le volume testicule parce qu'il y a une couche supplémentaire. Et deuxièmement, il est très difficile pour un clinicien, s'il fait une mesure extrêmement précise avec un pied à coulisse par exemple, ou un orchidomètre de Prader, vous savez c'est Boulier, de ne pas faire une sommation du testicule avec la tête de l'épididyme. Donc souvent le grand axe est surestimé et donc on en atteint une surestimation clinique du volume testiculaire de quelques millilitres qui conduit à ce que, entre ce que vous lisez dans la littérature clinique et ce que vous constatez au quotidien dans votre pratique, eh bien, il y a une discordance. Donc un testicule hypotrophe en échographie, c'est un testicule qui fait moins de 10 cm3. En prenant les règles de mesure que je vous ai données. Donc évidemment, il est très important d'être sûr de ces mesures. Si vous prenez des mesures fausses, en particulier sur le grand axe, quand vous
balayer une ellipse, si vous prenez un peu d'angulation, eh bien, vous aurez une sous-estimation du grand axe. Et ça, c'est quelques centimètres cubes en moins à la fin. L'écostructure du testicule est très homogène. Vous verrez sur quelques images que c'est une sommation de fins points gris, points blancs et points noirs, mais qui donne globalement une écostructure qui est très homogène. Il y a quelques ruptures d'homogénéité que l'on va voir, en particulier ce que l'on appelle le hill testiculaire. Donc voilà des mensurations testiculaires, un grand axe qui était à 42. Sur cette coupe très médiane, moi je mesure systématiquement l'autre diamètre orthogonal, qui nous donne l'épaisseur. Donc là c'était à 17, donc bien au-dessus de 15. Voilà une mesure à 2 écrans, ça c'est très pratique puisque la machine vous dote automatiquement le volume, en appliquant l'équation que je vous ai donnée. Donc un grand axe, le petit axe sur l'orthogonale du grand axe et l'épaisseur, le dernier diamètre qui va être la largeur, excusez-moi. Donc longueur, épaisseur et largeur. Donc on avait 44, 19 et 33, si mes souvenirs sont bons, ou 23, je ne vois pas bien. Donc ça faisait 15 cm3. Donc on était bien sur un testicule au-delà des fameux 10 cm3, donc de volume normal. Donc sur cette image-là, vous voyez que le testicule visuellement paraît plus petit, et on exprime clairement qu'il est hypotrophe par nos mesures. Un grand axe à 42 mm, donc c'est pas sur le grand axe que les choses ne vont pas, c'est plutôt sur les autres volumes, et en particulier, vous aviez un volume tout à fait limite ici à 15-16 mm, et quand on multiplie tout cela, ça donne un volume en dessous de 10 millilitres. Donc vous voyez que on peut parfois être, dans les mesures simples des diamètres, être induit en erreur. Lorsqu'on fait la multiplication et la division par 2, on est légèrement en dessous de la normale. Donc ça, c'est fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, quand vous faites une échographie scrotale, il faut systématiquement avoir des mensurations et un volume. Les pathologies, en particulier en termes d'infertilité, souvent, les raisonnements vont en découler. Donc voilà cette écostructure qui est très homogène. Si vous regardez bien, c'est quand même la sommation de plein de petits points différents, de tonalités différentes, gris, blanc, noir. Pourquoi? Parce que finalement, le testicule, à l'intérieur, c'est comme une orange, c'est des quartiers, et puis c'est plein de tubes, les tubes séminifères, et donc avec la résolution spatiale que l'on obtient aujourd'hui, eh bien, on a quand même des éléments qui se reflètent différemment à l'intérieur de la pulpe, et donc vous avez cette sommation de points de tonalité différentes. Donc plus on avance avec la technique, plus on voit une écostructure qui est finalement un petit peu hétérogène, parce qu'on commence à apprécier les différents quartiers du testicule, et peut-être qu'à terme, on verra aussi des éléments séminifères de manière plus précise. La pulpe testiculaire est entourée par une enveloppe que l'on appelle l'albuginée. Cette albuginée est très fine dans le testicule, et si vous n'êtes pas parfaitement orthogonal, si le faisceau n'est pas parfaitement orthogonal à l'albuginée, vous savez que c'est dans ces conditions-là qu'en mode B, vous avez la meilleure image, eh bien vous ne voyez pas l'albuginée. Vous voyez ici sur un contour ellipsoïde, sur cette partie-là par exemple, où le faisceau n'est pas orthogonal à l'albuginée, eh bien on ne la voit pas. Par contre, dès qu'on est totalement orthogonal, vous la voyez. C'est cette fine ligne blanche qui correspond à l'enveloppe du testicule à l'albuginée. Alors, souvenez-vous que anatomiquement, l'albuginée a un repli qui rentre dans le testicule, sur toute la hauteur du testicule, pour former ce que l'on appelle le hill testiculaire. Et c'est par là que va pénétrer tout ce qui est élément séminifère, ou sortir plutôt, parce qu'au final, les spermatozoïdes vont du testicule vers la sortie. Donc les éléments séminifères sortent du testicule pour converger vers l'épididyme et emmener les testicules vers les spermatozoïdes vers la sortie. Le testicule, ça n'est pas comme le rein. Le rein, par le hill, passe les vaisseaux, artères et veines. Les vaisseaux testiculaires ne passent pas par le hill, ils traversent directement l'albuginée pour vasculariser le testicule. Il y a une espèce de maillage qui se crée autour du testicule, d'artères et de veines, et de ce maillage vont naître des artères perforantes qui vont vasculariser le testicule. Donc ça ne pénètre pas dans le hill comme par exemple pour le rein.
Alors, le île testiculaire donc s'étend sur toute la hauteur du testicule. C'est un repli d'albuginée qui s'invagine dans le testicule. L'albuginée est blanche, donc c'est un repli qui va donner une image plutôt épaisse et blanche sur un bord latéral du testicule. D'accord ? Donc, c'est plutôt sur le bord externe. Parfois, c'est sur le bord interne. Tout dépend du positionnement du testicule. Donc, chez un adulte jeune, généralement, le île est épais. Il a cet aspect-là, en coupe sagittale. Chez un adulte plus âgé, il est moins épais, plus fin, et va avoir toujours un aspect hyperéchogène, mais plus fin. Donc, bord latéral, coupe sagittale du testicule, vous avez cette ligne blanche qui va perturber l'homogénéité de l'écostructure du testicule. C'est le île testiculaire. Alors, en coupe transversale, ça a une forme plutôt triangulaire, ici, blanc et triangulaire, sur le bord externe, ici, un testicule droit. Alors, on commence à voir à l'intérieur de cette hyperéchogénicité des petits éléments de la taille d'un cheveu, noirs, qui correspondent à ces fameuses convergences de canaux séminifères vers l'épididyme, vers la sortie. Et c'est ce qu'on appelle les canaux efférents ou cônes efférents. Vous avez entendu parler de ça dans vos souvenirs d'anatomie. Les différents éléments séminifères du testicule convergent vers une espèce de lacis que l'on appelle le rététestis. Et du rététestis va sortir une dizaine de canaux ou cônes efférents qui vont s'anastomoser avec le tube épididymaire. Donc ça, ce sont les cônes efférents que l'on commence à voir dans l'hyperéchogénicité du repli de l'albuginée, dans l'échogénicité du île. Donc notez bien, ici, on voit un petit bout d'albuginée du testis. Alors, l'épididyme, voir l'épididyme dans de bonnes conditions, c'est fondamental. Quand vous allez explorer une pathologie de la bourse, très souvent, ce sera une pathologie bénigne. Heureusement, on ne voit pas des cancers tous les jours. Par contre, des patients qui viennent inquiets parce qu'ils ont palpé quelque chose dans leur bourse et pour lesquels on rassure très vite parce que c'est un kyste épididymaire, c'est du quotidien. Donc il faut bien analyser l'épididyme et les trois portions. L'épididyme, ça n'est pas qu'une tête, c'est une tête, un corps et une queue. Alors l'épididyme, c'est aussi et surtout une espèce de pelote de laine qui est allongée, tête, corps, queue, donc il y a une forme de S en gros. Pelote de laine recouverte d'une enveloppe, une albuginée épididymaire. Et cette pelote de laine, c'est évidemment le fil, c'est le tube épididymaire. Donc quand vous regardez l'épididyme, vous voyez la pelote qui est sur le bord externe du testicule, mais vous ne voyez pas encore le fil qui est le tube épididymaire pelotonné sur lui-même. D'accord ? Est-ce que vous vous souvenez de la longueur de ce tube épididymaire, ce fil épididymaire ? De vos questions d'anatomie ou d'embryologie, normalement de formation initiale, première année ou deuxième année de médecine. Vous vous souvenez pas ? C'est à peu près comme l'intestin grêle. Hein ? Non, peut-être pas 12 mètres quand même. Ouais, 5, 7 mètres, 6 mètres en gros. Donc, le fil, si on le déployait, il ferait 6 mètres. C'est la taille d'un cheveu, en gros, qui est pelotonné sur lui-même. Donc, le spermatozoïde, il fait déjà 6 mètres de transport dans l'épididyme. Alors, c'est là qu'il va obtenir sa mobilité. Heureusement, sinon, il va mettre quand même plus de 3 mois à sortir. Hein. Donc, il fait 6 mètres. Pour mémoire, le déférent, donc le dernier passage, je dirais le dernier tuyau que le spermatozoïde va employer, donc de la bourse vers la prostate, ça fait 30-40 cm. D'accord ? Donc en amont, le spermatozoïde a déjà fait 6 mètres de transport. Donc il faut bien se souvenir que l'épididyme, c'est le pelotonnage d'un tube épididymaire concentré dans 3 portions, tête, corps, queue. Alors la tête fait une épaisseur, enfin un grand axe aux alentours de 8-15 mm. Le corps est plus fin, 3-5 mm, et la queue, c'est de nouveau un renflement en battant de cloche de 5 à 10 mm. L'écostructure est homogène. Attention, entre la tête et le corps, la tête est grosse, le corps est fin, et il y a une concentration du tube, du pelotonnage qui est plus important au niveau du corps,
Et souvent, il y a une écostructure un petit peu différente, très tranchée. Hein. Le corps apparaît moins écogène ou plus écogène que la tête, mais il y a souvent une écostructure un peu différente. Ne pensez pas que l'épididyme est globalement très très homogène. Il y a parfois des petites différences entre la tête et le corps. La forme de la tête peut être ronde ou triangulaire. Très souvent, ça a cette espèce d'aspect de chapeau, de béret, qui va surplomber la partie supérieure du testicule. Très facile à voir, parce que quand vous cherchez le grand axe de votre testicule, la hauteur testiculaire, souvent vous êtes dans la tête, et donc vous voyez tout de suite la tête de l'épididyme. Donc ça, c'est un élément facile à apprécier, à examiner. Pour aller chercher une tête un peu ronde, voilà, 8 mm. Pour aller chercher le corps, et le corps, il circule sur le bord externe du testicule à état classique. Donc il faut que, lorsque vous êtes sur votre grand axe du testicule, en coupe sagittale, vous alliez légèrement sur le côté, sur l'extérieur, donc vers la gauche pour un testis gauche, vers la droite pour un testis droit. Et là, vous abordez le corps de l'épididyme, qui a un aspect tubulaire, lui, beaucoup plus fin. Alors, les sondes sont tellement précises aujourd'hui que vous faites des zooms et des images vraiment superbes d'un tuyau qui n'est pas vide, bien évidemment, puisque là-dedans, vous avez le pelotonnage du fil du tube épididymaire. Souvent, il va être de plus en plus fin, plus on s'éloigne de la tête et plus on se rapproche de la queue. Donc au début, il est aux alentours de 5 mm d'épaisseur, puis progressivement, il va diminuer pour atteindre aux alentours de 2 mm, 3 mm. Voilà ici, très nettement, ce principe d'affinement, d'affinage, vers une image en battant de cloche qui est ronde cette fois et qui est clairement la queue de l'épididyme, et qui cette fois est à la partie inférieure du testicule. Vous ne voyez pas la queue en prenant le grand axe du testicule comme la tête, elle est légèrement décalée. Pourquoi ? Parce que la queue de l'épididyme va s'anastomoser avec le canal déférent qui, lui, est dans le cordon, donc sur le bord externe aussi du testicule. Donc la queue est un petit peu moins épaisse, un petit peu moins grosse que la tête, mais tranche vraiment avec le diamètre du corps. Voilà une queue en battant de cloche ici, tout à fait ronde, ici ou là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, le tube épididymaire s'anastomose avec le déférent. Donc l'épididyme a tendance à avoir une logique de trajet vers le bas, et il va falloir remonter, puisque le déférent, lui, va remonter vers le pelvis. Et donc il y a une espèce d'image en épingle à cheveux que vous allez voir à la partie inférieure du testicule. Quand vous balayez la queue de l'épididyme, à un moment, vous voyez remonter, vous voyez la queue qui s'affine et une structure qui remonte. La queue qui s'affine et une structure qui remonte et qui forme une épingle à cheveux. C'est l'anse épididymodifférentielle, donc la zone d'anastomose entre l'épididyme et le déférent. Attention, beaucoup de pathologies sont situées à cet endroit-là. Lorsque, on reverra ça sur l'infertilité, mais lorsque un patient a une infection génitale, par exemple prostatique, il est fréquent qu'il y ait une colonisation des déférents, une infection qui progresse de manière rétrograde vers la partie inférieure du déférent et cette région épidydymodéférentielle. Et il y a souvent des épididymites qui sont caudales sur la partie inférieure de l'épididyme. Donc allez bien analyser ces régions-là, prenez l'habitude de bien les voir, de bien les connaître. Ça vous servira évidemment lorsque vous aurez des explorations, par exemple de bourse aiguë, des patients qui ont une douleur, et vous ferez des diagnostics d'épididymite caudale, et évidemment dans les infertiles, dont je vous parlerai tout à l'heure. Je crois que cet après-midi, vous avez un cours sur la bourse aiguë, et donc ce genre d'épididymite caudale, oui. On vous en parlera. Alors, il y a 15 ans, le déférent, on disait, on ne le voit pas. Il est dans le cordon. Le cordon, en échographie, c'est quelque chose d'extrêmement fumeux. L'examen du cordon, c'est plutôt clinique que échographique. Aujourd'hui, c'est totalement faux. Dans le cordon, vous voyez très bien le déférent remonter
C'est un tube noir. Cette fois, le déférent, il n'est pas pelotonné sur lui-même, hein, il est tout droit, hein, légèrement serpigineux, et vous le suivez très bien le long de la bourse, le long du testicule, mais aussi jusqu'à sa portion funiculaire, c'est-à-dire au moment où il rentre dans le canal inguinal. Le déférent est une des composantes du cordon spermatique avec d'autres éléments qui sont principalement vasculaires. Le cordon spermatique, c'est des artères, mais aussi et surtout des veines. Et les fameuses veines qui sont dans le cordon spermatique vont être source de grand intérêt lorsque vous aurez une suspicion ou un diagnostic de varicocèle à faire. D'accord ? C'est évidemment dans le cordon spermatique que les choses vont se passer, que vous allez voir un reflux vasculaire. Les annexes enveloppes et vestiges, albuginés du testige, j'en ai parlé. La vaginale. Alors qu'est-ce que la vaginale ? Souvenez-vous, dans la vie embryonnaire, le testicule est en situation sous-rénale, puis va descendre progressivement pour rejoindre la bourse. Et en descendant, il va embarquer avec lui un repli péritonéal qui va servir un peu de guide, je dirais. Et ce repli péritonéal s'invagine dans la bourse, normalement se ferme lorsque le testicule descend pour donner un ligament qu'on appelle le ligament de Cloquet et reste légèrement ouvert avec un peu de liquide dedans à la partie où se situera définitivement le testicule, dans la bourse, pour englober à peu près les 2/3 du testicule. Donc une petite bourse, si vous voulez, qui contient un petit peu de liquide qu'on appelle la vaginale. Cette vaginale, elle englobe la tête de l'épididyme. Hein, donc vous avez une tête qui est surlignée par un peu de liquide, ce qui n'est pas le cas pour la partie inférieure du corps de l'épididyme et la queue. Donc c'est ce liquide qui aussi permet très facilement de localiser la tête de l'épididyme par rapport au corps et en particulier la queue, qui n'a pas cette espèce d'élément qui surligne la structure. Je vous montrerai ça avec des images. Les hydatides, il y a 2 types d'hydatides au niveau de la bourse à voir. Les hydatides, ce sont des reliquats embryonnaires. Reliquats qui peuvent venir de 2 structures, les canaux de Wolff ou les canaux de Müller. Canaux de Wolff, c'est plutôt l'homme, canaux de Müller, c'est plutôt la femme. Bon, l'embryon peut être un homme ou une femme au départ. Vous savez qu'il y a une différenciation qui se fait progressivement. Que la nature, si on ne fait rien, sera plutôt vers la femme et qu'il va falloir agir pour que ça devienne un homme. C'est comme ça que ça se passe. Lorsque c'est au final un garçon, eh bien, il y a quelques reliquats qui vont subsister, et en particulier dans la bourse, sous la tête de l'épididyme. Ces reliquats, ce qu'on appelle les hydatides de Morgani. Les hydatides de Morgani sont inconstants. Il y en a 2 types possibles, soit une petite boule ronde, c'est ce qu'on appelle l'hydatide sessile, soit un petit tuyau borgne, l'hydatide pédiculé. La sessile est plus fréquente que la pédiculée. On peut avoir les 2, on peut en avoir qu'une. Quand vous n'en avez qu'une, le plus fréquemment, c'est la sessile. Généralement, c'est symétrique, mais ça n'est pas une obligation. On peut avoir un hydatide d'un côté et pas de l'autre. Voilà, donc ça n'a aucun intérêt, les hydatides, sauf que vous allez voir des choses qui se baladent sous la tête de l'épididyme, voire parfois des choses qui sont assez longues et qui ont tendance à cravater l'épididyme, comme ça, la tête. Bon, il faut savoir que c'est rien, que c'est un hydatide, et vous savez toutes et tous qu'il y a un cas de figure où les hydatides peuvent être pathologiques. C'est généralement chez l'enfant, c'est une torsion d'hydatide, avec un testicule douloureux à un endroit, enfin une bourse douloureuse à un endroit précis, avec généralement un petit point bleuté, et qui correspond à l'hydatide tordue. Donc ça n'est pas une torsion
du testicule, c'est une torsion simplement d'un reliquat embryonnaire qui ne se traite pas chirurgicalement, mais simplement par anti-inflammatoire et antalgique. Donc revoilà notre un testicule avec toujours cette vision de l'albuginée lorsqu'on est orthogonal parfaitement au faisceau. Dès qu'on sort de l'angle de 90 degrés, eh bien, on ne voit plus cette petite structure albuginaire. La vaginale, un peu de liquide dedans, à la partie supérieure du testicule. Un peu de liquide ici avec un élément qui correspond à l'idatide pédiculée, la tête de l'épididyme et au-dessous, un petit rond. Généralement, la grosse, c'est la tête et le petit rond, c'est l'idatide sessile. Les idatides peuvent être éventuellement kystisés, avec une forme toujours ronde, mais liquidienne à l'intérieur. La tête de l'épididyme, l'idatide sessile. Alors là, l'image n'est pas très bonne, mais la tête de l'épididyme, là, vous voyez qu'il y a une structure qui n'est pas du tout ronde, mais allongée. C'est l'idatide pédiculée. Donc tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, c'était du balayage mode B. Parlons un petit peu de Doppler. Donc, évidemment, l'intérêt, c'est de voir la vascularisation testiculaire, voir la vascularisation épididymo-différentielle. Alors, vascularisation testiculaire, il y a plusieurs cas de figure où on va l'explorer. La bourse aiguë, bien évidemment. Torsion, point d'interrogation. Il est important d'aller voir si la pulpe testiculaire est vascularisée. Il est important aussi, dans les cas d'hypotrophie testiculaire, un testicule hypotrophe, généralement, est paucivascularisé. Dans le cas de l'infertilité, je vous montrerai ce genre de testicule hypotrophe hétérogène et paucivasculaire. Vascularisation de l'épididyme et du cordon au sens large, toujours la torsion, mais aussi exploration d'épididymite, de suspicion d'inflammation de cette région-là. Et enfin, je vous ai parlé de la recherche de varicocèle, donc exploration du cordon spermatique à la recherche d'un reflux veineux vers la bourse, ce qu'on appelle la varicocèle. Donc on utilise un Doppler couleur ou énergie et une analyse spectrale, donc une porte que vous placez sur le vaisseau que vous choisissez et vous faites une analyse spectrale, artérielle ou veineuse. D'un point de vue artériel, le spectre est très différent entre les artères testiculaires et les artères déférentielles. Souvenez-vous, anatomiquement, l'artère testiculaire vient de l'artère spermatique. Et d'où naît l'artère spermatique? Eh bien, de l'étage rénal, juste sous les artères rénales. Donc les artères testiculaires bénéficient d'un régime à forte diastolique, un régime à faible résistance. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit où s'accrochent les reins, et il est évident que pour filtrer le sang, il faut qu'à cet endroit-là, il y ait une forte diastolique positive. D'accord? Donc on a dans les artères spermatiques un spectre qui est avec un index de résistance plutôt faible parce que la diastolique est élevée. Donc souvenez-vous, l'index de résistance systolique moins diastolique sur systolique. Donc dans le testicule, il va être à peu près identique à ce qu'il y a dans le rein. Donc dans le rein, il est aux alentours de 0,5, 0,6, en dessous de 0,7 en tout cas, et bien dans le testicule, c'est pareil. A l'inverse, les vaisseaux déférentiels, eux, ils viennent des branches hypogastriques. Donc on est sur des branches qui sont très éloignées de l'étage rénal, qui ont plutôt pour objectif de vasculariser des organes pelviens et des structures musculaires. Donc forte résistance, faible diastolique et un index qui est largement au-dessus de 0,7. Quid de l'épididyme? Vous savez que l'artère épididymaire est la zone de transition entre la vascularisation spermatique et la vascularisation déférentielle. L'artère épididymaire vient de l'artère spermatique ou de l'artère déférentielle? Vous avez une chance sur deux. La spermatique. Elle vient de la spermatique, mais s'anastomose avec la déférentielle. Donc vous avez une espèce de zone anastomotique où il peut y avoir un jeu entre la circulation haute
d'origine rénale et la circulation basse d'origine hypogastrique. Donc au niveau de l'artère épidédimaire, c'est variable. Ça peut être une circulation franchement de type spermatique ou franchement de type hypogastrique. Donc ça, avec le couleur, vous ne le verrez pas. Il faut vraiment faire une analyse spectrale. Si vous arrivez à voir qu'il y a une forte diastolique positive en Doppler couleur, vous êtes fort. Alors les vitesses, par contre, sont peu élevées dans le testicule. On n'est pas dans les vitesses rénales, on est dans les vitesses plus faibles, aux alentours de 10 cm/s pour les maximums. Et l'index, je vous ai dit, aux alentours de 0,6, 0,7. Donc il n'y a pas une circulation terminale comme dans le rein. Le testicule a une circulation avec potentialité d'anastomose, un lacis péritesticulaire et des artères perforantes. Donc le testicule, pour vraiment qu'il soit ischémié, il faut que tout se torde et se bouge. C'est la torsion complète. On peut très bien imaginer que s'il y a un embole qui se bloque dans l'artère spermatique, je ne sais pas, eh bien il y a toujours une reprise en charge possible par le réseau hypogastrique, via l'artère épidédimaire. Donc ça n'est pas du tout comme le rein, une vascularisation terminale. Voilà ce que l'on voit en Doppler couleur. Alors là, c'est pas couleur, c'est plutôt noir et blanc mon image, mais vous voyez, c'est un mode B. La porte, on la voit là, donc un Doppler duplex. Et vous avez ici visibilité de vaisseaux qui traversent vraiment de manière orthogonale le testicule. Artère et veine ont ce positionnement-là. Là, j'ai mis petite porte sur une artère et on a un spectre qui ressemble à un spectre rénal, sauf que les vitesses sont faibles. Donc une forte diastolique, qui là fait à peu près la moitié de la systolique, donc on a un index très proche de 0,5 dans ce cas de figure. Varicocèle, on va en parler tout à l'heure, donc des veines dilatées, je fais gonfler les poumons et on voit que ces veines se remplissent. On en reparlera sur le cours dédié à la varicocèle, puisque on va en avoir tout à l'heure. Donc, on va faire une petite pause, puisque 3 cours, une pause. C'était ce qui avait été prévu. Il est exactement moins 25. Donc, je devais finir à 10h30. Donc, on est bien. On va se faire un petit quart d'heure de pause. Et puis après, je vais vous faire, pour commencer, on va repartir sur les tumeurs du testicule, puisque il y avait une question. Je vous ferai ensuite la varicocèle. On est dans cette ambiance-là avec la fin du cours sur l'éco-anatomie. Et je finirai par l'infertilité, où je vous reparlerai aussi un peu de varicocèle, mais on aura déjà éclusé pas mal sur ce sujet avec le cours dédié à la varicocèle. Donc, un petit quart d'heure de pause et vous revenez pour qu'on fasse tout ça.